Bien. L'objectif étant de faire en sorte que vous n'ayez pas le sentiment d'avoir raté quelque chose en n'allant pas dans les autres ateliers. Et comme nous ne maîtrisons pas encore la capacité de couper notre esprit en 7, eh bien, on va se faire un petit poupourri d'ateliers. 7-8 minutes, donc soutenez-les, ce n'est pas un exercice facile. 7-8 minutes pour résumer les idées clés de chaque atelier. Et puis, on pourra échanger quelques petites questions. Et puis, j'essaierai de faire quelques mises en perspective complémentaires, en sachant que déjà beaucoup de choses auront été dites à travers les ateliers. Il nous manque juste Pascal Pitavi, mais on va commencer, comme elle va passer en 4e, ça devrait le faire. Hein, vous avez des micros devant vous. Donc, on va commencer par l'atelier numéro 1 qui... On va commencer par l'atelier 1 qui traitait des questions de performance. Et Jahuda, ça va être à toi. Tu peux prendre celui-là de micro. Bon, eh ben, c'est vraiment compliqué comme exercice, hein, parce que voilà, parce que on a beaucoup échangé, donc je m'excuse déjà auprès du groupe si j'ai pas noté tous les éléments des échanges qui ont été vraiment très très intéressants. Alors la question qui a été ici interrogée, c'est finalement le principe républicain d'égalité mesuré à l'aune de la performance. On l'a posé de cette manière. On s'est posé la question, en préparant l'atelier, de savoir en fait quel lien on pouvait faire entre justement ce principe et performance. C'était la question de départ et on a donc organisé l'atelier autour de cette question. Il y a eu un consensus vraiment large dans le groupe, ce qui m'a assez interpellée pour dire qu'en fait, ce lien, il pouvait être très tendancieux et plutôt problématique. Donc, il n'y a pas eu véritablement de position divergente là-dessus, bien au contraire. En tout cas, ce lien, il est tendancieux, problématique, il pose un certain nombre de questions à déconstruire. Une des premières questions qui s'est posée, c'est justement si on fait ce lien, est-ce que c'est le rôle de l'entreprise est-ce que le rôle de l'entreprise est celui de permettre la politisation en fait? Est-ce que l'entreprise finalement doit avoir une responsabilité en termes d'égalité, si on veut respecter ce principe d'égalité? Bon, très rapidement, la réponse a été de dire que oui, notamment en termes de responsabilité, en termes de droit. Ce qui a impliqué ensuite des échanges autour de mais c'est quoi dans ce cas-là une bonne approche si on considère qu'il y a un lien tendancieux et problématique, ça serait quoi une bonne approche pour une entreprise? Alors, dans un premier temps, c'est de dire que c'est d'abord de respecter ce principe parce qu'en réalité, on ne peut pas imaginer avoir le choix de le faire. Un exemple qui a été pris, c'est justement celui par Jeanne Sénac, celui des normes de sécurité à respecter. Finalement, les entreprises ont des normes de sécurité à respecter. L'entreprise n'a pas le choix. Là, pour le coup, l'entreprise a un principe d'égalité à respecter et elle n'a pas à avoir le choix. Alors, l'idéal, pour autant, ça a été aussi développé notamment par Cynthia Marocco, je le prononce bien. L'idéal, c'est d'agir, et en tout cas, c'est ce qu'elle a fait dans sa propre activité, sans utiliser le levier performance. Ce qui n'est pas une mince affaire, parce que, justement, on peut considérer que la contrainte légale, notamment, n'est pas suffisante. Elle est importante, mais elle n'est pas suffisante. Elle est peut-être plus importante dans une première étape, pour faire changer les choses, mais une étape qui doit durer sur une période de 3-4 ans pour passer à une autre étape et pour pouvoir passer à une étape de plus consensuelle autour d'un consensus sur une obligation et une responsabilité d'égalité qui ne soit pas imposée, mais qui soit finalement un principe plus individuel. Et là, pour le coup, le portage politique au sein de l'entreprise, il paraît
important, primordial. Moi, ce que j'ai entendu aussi dans ce qui avait été développé là, c'est qu'il y a à la fois le portage politique, mais en réalité, à l'évidence, dans les différents exemples qui sont donnés, c'est souvent des portages individuels de personnes qui sont impliquées, notamment dans les RH, et qui portent cette question comme un principe d'égalité et qui font à elles seules pas mal de choses, même si au niveau de l'entreprise, il n'y a pas forcément le portage politique. Alors, pour le coup, il y a à la fois donc, une tendance à déconstruire la question de la performance, mais en même temps, il a été dit que la performance n'est pas forcément toujours un gros mot, d'autant qu'on peut considérer la performance très largement, pas simplement une performance économique, on peut y avoir une performance non économique, qui concernerait l'amélioration des méthodes de travail, la prise en compte des besoins pour mieux fidéliser, etc., qui dans une perspective d'égalité, et qui peuvent produire une performance qui a été appelée dans l'atelier une performance sociale, en fait. Donc, il y a eu un petit point sur la question de la féminisation. C'est l'idée que l'injonction à la féminisation, c'est pas forcément de la performance. C'est pas forcément une entrée qui est pertinente. Mais par contre, faire de la performance pour une entreprise, ça peut être aussi un label qui fait la différence dans la concurrence. Hein, afficher une politique qui met en lien égalité et performance peut permettre d'obtenir, par exemple, des contrats sur la marque employeur. Mais ça n'évite pas en même temps de faire de l'égalité. Donc voilà, il y a toujours cette espèce de tension entre égalité et performance. L'idée, ça serait, j'ai entendu aussi, de bannir la performance, pour le coup, pour parler d'efficacité, ce qui permet d'évacuer la question strictement financière de l'argent. Et peut-être, par exemple, parler de performance, j'ai entendu ça aussi, parler de performance et traduire ce vocable par fierté d'appartenir à une entreprise qui œuvre notamment pour l'égalité. Alors, que porte ensuite, il y a eu un échange plutôt axé sur l'égalité, plus spécifiquement, parce qu'il y a toujours cet accord, un accord très consensuel sur le fait qu'il faut faire de l'égalité. On a l'impression que tout le monde parle de la même chose, que tout le monde identifie la même chose. Tout le monde en fait une forme de ressources politiques et économiques, mais très rapidement... Alors, ça n'a pas été le cas dans l'atelier, encore une fois. Moi, j'avais l'impression qu'on était pas mal sur les mêmes registres, mais il y a une espèce de reconnaissance qu'il peut y avoir des divergences dans la définition même de ce qu'est la performance. Et par exemple, le fait de faire le lien plutôt entre performance et complémentarité plutôt que performance et égalité. Il y a un glissement là à prendre en compte aussi avec cette notion. Et du coup, ça va se traduire par des propositions, des pratiques managériales, etc., qui peuvent être parfois totalement divergentes en partant du même consensus. Alors, la question qui se pose, c'est plutôt de savoir ce que l'on porte quand on porte ces questions. C'est de déconstruire le vernis, de consensualisation, je ne sais pas comment voilà, autour de l'égalité, pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Et puis, je voudrais juste conclure. En conclusion, parfait. Voilà, en conclusion, les petits mots de la fin, parce que ça dit tout en même temps. Sur la question de l'égalité, finalement, il a été retenu qu'a priori, on en serait plutôt au début de l'histoire. Voilà, j'ai repris. Et que les progrès semblent... Alors, ça a été un débat, une amorce de débat, que je trouvais très, très intéressant d'aboutir sur cette amorce de débat. Hein, finalement, l'égalité, il y a tout à faire. Et il y a à déconstruire, il y a à faire, on est au début de l'histoire, et parce que finalement les progrès semblent vraiment, vraiment très récents. Merci beaucoup. Le deuxième atelier, merci beaucoup. Le deuxième atelier portait sur l'égalité et la qualité de vie au travail, animé par Florence Chappert qui a dû s'échapper, mais on a de la chance, on a Anne-Marie Nico, aussi de l'ANACT, qui va nous faire la synthèse. Merci beaucoup. Oui, alors une synthèse, ouais. Alors, le premier élément par rapport à égalité professionnelle et qualité de vie au travail, c'est d'abord le constat que ce sont des thématiques qui convergent de plus en plus, notamment sur un plan, on va dire, juridique ou en tout cas de tout ce qui est des accords, puisque
En 2013, il y a eu un accord national interprofessionnel qui s'appelait Qualité de vie au travail, égalité professionnelle. Puis il y a eu la loi égalité, sécurité et conditions de travail, donc voilà, qui est aussi allée dans le même sens. La loi Rebsamen, dans le deuxième bloc de la loi Rebsamen, le deuxième bloc de négociation, c'est un bloc de négociation qui s'appelle alors, l'accord national interprofessionnel, c'était QVT-EP. La loi Rebsamen, c'est EP-QVT. Mais enfin bon, en gros, les deux sont quand même traités ensemble. Donc on a quelque chose qui tend à rapprocher beaucoup ces thématiques, même si, comme le rappelait Florence par rapport à une question qui a été posée dans la salle, la loi Rebsamen oblige à négocier sur la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle, n'oblige pas à aboutir à un accord, sauf sur l'égalité professionnelle. Donc voilà. Donc à un moment, donc de fait, comme le législateur rapproche les deux thèmes, donc on est un peu venu à la question justement du rapprochement de ces deux thèmes. Alors à travers quand même 3 présentations qui prenaient un peu les choses dans un sens un petit peu large, parce que notamment peut-être pour se situer dans une perspective un peu historique, c'est-à-dire qualité de vie au travail, c'est quelque chose qui était apparu au tournant des années 2010 à peu près. Et après, pas mal de choses qui ont eu lieu dans les années 2000 autour, alors d'abord de la santé au travail, puis particulièrement des risques psychosociaux. C'est un moment face à la montée de la problématique des risques psychosociaux, c'est de se dire, plutôt que de se poser la question de comment éviter d'avoir des gros problèmes de gens qui ont des gros problèmes de santé psychosociale au travail, c'est comment essayer de faire en sorte d'agir positivement pour que les conditions de travail soient bonnes. Donc là, on va dire que la qualité de vie au travail serait le versant positif de la problématique des risques psychosociaux. Donc de ce fait-là, on a eu 3 présentations qui ont quand même pas mal aussi repris des éléments, notamment par rapport aux questions hommes-femmes, sur la question des accidents, des absences, des maladies professionnelles, parce qu'effectivement, sur le long terme, historiquement, la connaissance en santé au travail s'était beaucoup construite au masculin neutre, en fait. C'est-à-dire qu'on avait des données, la CNAM-TS ne publiait pas de données sexuées, on avait des données toujours un peu globales. L'épidémiologie s'est beaucoup aussi construite sur un masculin neutre. Et donc, notamment, Florence et puis avec d'autres collègues, ont sorti il y a quelques années justement des statistiques d'évolution des accidents du travail et des maladies professionnelles sexuées, où on voit que la situation des femmes ne s'améliore pas. Donc voilà, on est parti d'abord de cet élément-là. Moi, j'ai complété par des éléments plus sur tout ce qui était les facteurs psychosociaux de risque au travail, qui sont en fait donc des dimensions qui sont aujourd'hui reprises dans leur sens plutôt positif maintenant dans les entrées qualité de vie au travail. Donc on a un peu regardé ces différents versants. Et notamment une question qui a été abordée par Florence et par dans la 3e présentation aussi autour justement de l'interaction entre égalité homme-femme et qualité de vie au travail, par François Chéreau, était quel lien entre les deux thèmes, comment l'un nourrit l'autre et inversement. Et c'est sûr que, par exemple, qui dit plus d'égalité, enfin plus de justice organisationnelle, ça contribue plus à la qualité de vie au travail. C'est-à-dire qu'effectivement, l'égalité homme-femme, ça fait partie aussi de la justice organisationnelle. La meilleure reconnaissance, les meilleures possibilités de développement professionnel, ce sont aussi des éléments qui vont contribuer à la qualité de vie au travail pour tous. Moins de pression aussi pour les femmes promues. Alors ça, c'est rejoint à quelque chose qui était évoqué avant notre atelier sur effectivement les parcours des femmes pour qu'elles arrivent à accéder au-dessus, c'est déjà pas évident, et quand elles arrivent, il y a toujours une grosse pression. Donc meilleure qualité des relations aussi. Donc ce sont des éléments qui viennent, on va dire, de l'égalité professionnelle et qui contribuent à la qualité de vie au travail. Et inversement, des éléments de qualité de vie au travail, si on travaille effectivement sur la justice organisationnelle, si on travaille sur les parcours professionnels, la possibilité d'apprendre des choses nouvelles, d'avoir des parcours professionnels qualifiants et aussi soutenables, même tout simplement. C'est-à-dire, puisqu'on a vu aussi que, dans la présentation que j'ai faite, que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à estimer ne pas pouvoir faire leur travail jusqu'à la retraite. Donc on voit à un moment que les éléments qui s'abordent par la qualité de vie au travail vont aussi nourrir l'égalité homme-femme, que ce soit aussi une meilleure équilibre de vie en termes de télétravail, de congés de paternité, d'aménagement d'horaire, voilà. Et l'amélioration intrinsèque des conditions de travail va contribuer aussi à une meilleure égalité homme-femme. C'est un peu un point qu'on évoquait, c'est que ça sont des choses qui ont été constatées dans des enquêtes internationales, c'est que quand les conditions de travail deviennent moins bonnes,
ce sont d'abord les populations les plus vulnérables qui sont touchées, qui vont avoir des problématiques. Donc effectivement, plus on va améliorer les conditions de travail et plus ça profitera à l'ensemble en fait. Donc c'est ce qu'on va en désigner sous le terme de milieu de travail plus inclusif en fait pour tous, et notamment puisqu'après on a aussi dans les échanges, on a aussi parlé par exemple des situations, parce qu'on a eu une étude à un moment plus spécifique sur la situation des femmes enceintes dans la grande distribution. Eh bien, on voyait en fait qu'elles s'arrêtaient bien avant en fait le congé de maternité, même pas parce que la grossesse était en soi pathologique, mais c'était juste parce que c'était pas possible de tenir les contraintes de rythme et de poste avec l'avancement de la grossesse. Donc on voit bien à un moment que voilà, on a les femmes enceintes. Enfin, en gros, il est important d'avoir une approche qui vise quand même à des conditions de travail qui soient meilleures et plus soutenables pour tous dans la durée. Donc voilà, donc ce sont les principaux éléments qu'on a abordés. Donc effectivement, l'accès pour les uns comme pour les autres à un travail de qualité, à une organisation du travail de qualité, à des préventions des risques de qualité, et aussi des espaces de dialogue de qualité. Donc voilà. Alors on a aussi évoqué la question aujourd'hui, par exemple, la question des données sexuées de santé, notamment à travers les fameuses BDES qui sont maintenant rendues obligatoires, en constatant que ce n'était pas nécessairement si simple, parce que quand on fait ressortir des choses comme ce que Florence Chaper a présenté sur les différences hommes-femmes, sur comment dire, des questions de soutenabilité différentes pour les hommes et pour les femmes, que ce soit par rapport à des critères physiques, il y avait des histoires de taille ou autres. L'entreprise peut parfois avoir une tendance à réagir en disant oui, c'est vrai qu'on a des contraintes physiques qui sont difficilement soutenables. Bon, on va prendre des hommes jeunes et en bonne santé. Bon, on n'a rien gagné, quoi. Là, pour le coup, c'est tout loupé. Les résultats de nos données... voilà, donc, à un moment, la question fondamentale, c'est comment on arrive à faire comprendre que la solution, c'est pas effectivement chercher des gens plus résistants à des mauvaises conditions de travail, mais chercher des meilleures conditions de travail soutenables pour tous, quoi. Donc, voilà. Merci beaucoup. Troisième atelier, donc sur la place des hommes dans l'égalité pro, animé par Isabella Lenarduzzi de Jump, où j'étais également avec Vincent Banis. Je vous le dis parce que c'était un changement dans le programme, qui est DRH pour la région, pour la société BNP Paribas. Voilà, donc nous, on s'est occupé des hommes. Et enfin... partenaire essentiel de notre combat pour l'égalité, évidemment. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est que j'ai présenté l'étude que Jump a réalisée il y a 2 ans, qui, à notre connaissance, est la seule étude quantitative sur est-ce que les hommes veulent l'égalité au travail. On a eu plus de 2600 hommes qui nous ont répondu. Et les résultats sont assez interpellants. Si 3/4 d'entre eux pensent que l'égalité est intéressante pour eux, en tant qu'individus, hommes, mais en tant qu'individus, en particulier parce que ça leur permet d'avoir une meilleure image, un homme plus moderne, et de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. En attendant, ils ne sont que 1 sur 5 à se déclarer, activement partisans de l'égalité au travail, évidemment, donc sur le lieu de travail. Par contre, ils sont 1 tiers à se déclarer résistants. Alors, tous passivement, très rares, ils ont été très rares ceux qui ont dit qu'ils étaient activement contre. Je suppose que ceux-là n'ont pas véritablement voulu répondre à l'enquête de toute façon. Ce qui est important de dire aussi, c'est que c'est une enquête qui vaut pour le milieu qui sont dans nos bases de données, c'est-à-dire essentiellement des managers, en tout cas des gens diplômés qui sont dans les entreprises. On n'a pas d'ouvriers, donc c'est sur cette population-là, parce que ça remet toujours un éclairage différent. Donc quand même 1 tiers qui se déclare, en tout cas passivement, résistant.
Qui sont les plus résistants? Alors finalement, même si la plupart des jeunes générations, vraiment en très très grande majorité, pensent que c'est très important pour eux qu'il y ait plus d'égalité, ce sont aussi ceux qui sont le moins impliqués en faveur de l'égalité sur leur lieu de travail. Est-ce que c'est parce qu'ils ont moins de pouvoir puisqu'ils sont au début de leur carrière? Est-ce que c'est parce que, comme beaucoup, ils pensent que ça va arriver naturellement, puisqu'ils sont en faveur? Je pense que c'est plutôt ça. Et par contre, ceux qui sont les plus partisans, ce sont les hommes qui sont arrivés au sommet des entreprises. Et ceux qui sont les plus résistants, ce sont ceux qui sont dans le middle management, c'est-à-dire là où la compétition est la plus forte. Et c'est normal, puisque c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que les hommes blancs se voient entraver le chemin direct vers des promotions parce que, voilà, par des femmes, une drôle d'espèce qui en plus est globalement plus qualifiée que les hommes puisqu'elle représente 60% des diplômés universitaires et que cet écart ne fait qu'augmenter. Donc on a beaucoup de résistance là. Et c'est très très important dans les entreprises d'identifier les poches de résistance pour pouvoir faire en sorte, pour pouvoir le travailler, il faut pouvoir l'identifier. Et on a vu aussi que les hommes qui sont davantage en faveur, ce ne sont pas que les hommes qui étaient déjà arrivés, donc c'est plus facile, mais aussi les hommes qui sont en ménage avec une femme qui travaille et qui, si possible, gagne autant qu'eux, voire plus. Et puis aussi des hommes qui sont des pères, mais pères surtout de filles. Donc voilà, quand vous avez un top manager qui a une femme qui bosse beaucoup et qui a des filles, en général, on peut y aller, il peut y avoir un super programme d'égalité. Et voilà, toutes mes copines et mes copains qui sont là débarquent dans l'entreprise pour pouvoir, pour pouvoir participer à ce plan. Ensuite, une fois que j'ai présenté ça, Christophe nous a parlé de toutes ces études, un résumé en tout cas de ces études sur la masculinité, en particulier sur la masculinité hégémonique. Et il dit très bien en commençant, il faut absolument dissocier le sexe du genre, parce que quand on parle de masculinité hégémonique, c'est vrai que c'est bien davantage porté par les hommes, mais ça peut être aussi porté par des femmes. Et qu'est-ce que la masculinité hégémonique? Vous savez, à la Trump, Erdogan, Orban, enfin, vous voyez bien. Eh bien, c'est bien gagner sa vie, c'est-à-dire qu'on mesure sa masculinité à la taille du portefeuille, être toujours dans la compétition, dans le combat, être focus, décidé, mettre en scène sa réussite professionnelle, ça j'ai adoré. Donc, là, avoir sa place de parking, une assistante, avoir un salon dans son bureau, c'est vrai que c'est assez parlant. Loyauté par rapport à son entreprise, à n'importe quel prix quelque part, même au prix d'avoir une dissociation entre ses propres valeurs et ce qu'on demande de faire pour l'entreprise. C'est ne pas critiquer aussi les autres hommes en public, c'est loyauté par rapport à l'entreprise et aux autres hommes. Être reconnu par les autres hommes. Donc depuis toujours, Christophe dit que les hommes construisent leur identité contre le féminin et craignent vraiment le regard des autres. Ils ont besoin de la reconnaissance des autres hommes pour se dire viril. L'entre-soi, évidemment, pour se rassurer sur cet aspect-là. Le cynisme viril des cadres, hein, qui est de qui de Christophe Dejour. Il faut que je le lise, lui. Hein. Christophe Dejour. Souffrance en France. Ah oui, mais donc... Souffrance en France. Et donc, le cynisme viril des cadres, ce n'est qu'une partie du bouquin, c'est ça? Cynisme viril des cadres, c'est génial comme expression. Alors, donc on demande aux hommes d'être dans le cynisme et dans la violence sur soi et sur les autres. Résultat des courses, il y a beaucoup plus de morts chez les jeunes hommes que chez les hommes-femmes. Même si les femmes se font souvent tuer par les hommes, enfin ça c'est un autre débat. Donc en tout cas c'est eux qui meurent davantage parce qu'ils ont des comportements à risque, hein, évidemment. Ils sont toujours dans le risque, il faut qu'ils se mettent en péril pour se prouver à eux-mêmes et aux autres qu'ils le valent bien, qu'ils sont dans le combat, qu'ils peuvent avoir le contrôle, etc. Ils détestent aussi tout ce qui est, quand on parle contrôle, tout ce qui est émotion.
ça c'est typiquement féminin, les émotions, et donc les hommes, voilà. Et donc du coup, s'ils détestent ces émotions, ils sont dans le rationnel, les tableaux Excel, les KPIs, mais par contre, ils ne sont pas en faveur des KPIs dans tout ce qui concerne la mixité. Hein. Ça, on l'a vu dans l'étude de Jump. Ils sont en faveur de la flexibilité, c'est-à-dire what's in it for me, comment est-ce que moi, je peux profiter de certains outils, mais de là à avoir des quotas et avoir des indicateurs de mixité, là, ils ne sont plus du tout d'accord. Les coûts de cette masculinité hégémonique, hein, ça c'est Marie Donzel qui parle du syndrome d'Atlas, hein, porter tout le temps, porter toute la famille, être toujours fort, être toujours un vainqueur, c'est évidemment souvent dans la souffrance et c'est épuisant. L'éloignement des enfants et de tout ce qui est sphère intime. Quand les hommes perdent leur emploi, eh bien, ils n'ont plus d'angle d'appui, ils n'ont plus d'autres points d'appui et souvent ils s'effondrent donc, parce qu'ils ont surinvesti toute la sphère professionnelle. Ils ont de plus en plus de conflits de valeurs entre qui ils sont, ce à quoi ils croient et ce qu'on leur demande de faire dans l'entreprise. Et enfin Pardon ? Et enfin Ça veut dire que je dois arrêter ? Et enfin Et alors, Vincent Banis, qui, juste deux mots quand même sur Happy Men, Share More, Vincent Banis de BNP, qui donc, lui, avec son cercle, sont vraiment engagés parce qu'ils veulent que la mixité, ce ne soit pas qu'une histoire de femmes, mais ils veulent être engagés aussi dans la stratégie. Ils veulent montrer la voie aussi à d'autres hommes, comme quoi on peut être dans la réussite professionnelle tout en se comportant différemment. Ils parlent de génération en disant que, et ça c'est ce qu'on voit vraiment beaucoup dans les études, même si les jeunes générations qui travaillent tous les deux, les couples, etc., sont super égalitaires, dès que le bébé apparaît, eh bien, hop, les rôles traditionnels se remettent en place et que donc ça demande une attention, une vigilance. Et juste dernière chose, le modèle de leadership, parce qu'on parlait de complémentarité, on a eu un gros débat là-dessus et finalement, si la complémentarité ne doit évidemment pas du tout être le socle, la raison pour laquelle on veut plus d'égalité et de mixité, il faut peut-être le remplacer par la méritocratie, c'est-à-dire comment faire en sorte d'attirer les meilleurs, de promouvoir les meilleurs. C'est vraiment ça, donc ouvrir tous les possibles et donc ouvrir les modèles de leadership pour que le leadership ne soit pas automatiquement compatible avec quasiment uniquement des attributs masculins, mais aussi peut-être des attributs féminins. Voilà. Merci beaucoup. L'atelier numéro 4, animé par Pascal Pitavi, sur le sexisme ordinaire au travail et tout ce qui tourne autour. Et tout ce qui tourne autour, d'où mon retard, hein, parce que le sujet est vaste. Alors, on a eu la chance sur cet atelier de pouvoir réunir 3 expertises différentes, puisqu'on avait Muriel Salle, qui est maîtresse de conférences et qui enseigne aussi auprès des enseignants sur la culture de l'égalité à l'école. Et qui donc nous a donné une approche à la fois académique et terrain. On avait également Patrick Thiébard, qui est avocat en droit social au cabinet Janté et qui donc a pu nous apporter un regard juridique sur le sujet. Et c'est très important parce que voilà, ça évolue et ça bouge de ce point de vue-là. Et puis moi, j'ai apporté un regard entreprise, terrain et ce qu'on peut faire à travers la formation, notamment en entreprise. Le sujet du sexisme, il est à la fois ancestral, hein, Françoise Héritier l'a très bien expliqué dans la fameuse valence différentielle des sexes, et puis c'est un sujet d'actualité, hein, on ne cesse de le dire, mais effectivement c'est à la fois ancestral et d'actualité. C'est un sujet qui concerne tout le monde, quel que soit notre sexe, quelle que soit notre fonction, quelle que soit la position qu'on occupe dans la société. On est tous et toutes concernés par le sexisme. Et pourtant, c'est un sujet qui est difficile à cerner. On a du mal à l'appréhender et à savoir exactement ce que ça recouvre et quels sont parfois où on met le curseur, quelle est la limite entre l'acceptable et l'inacceptable. C'est un sujet qui est difficile à cerner. Alors, il est difficile à cerner parce que, c'est ce que je dis, c'est que ça, en fait, ça
ça vient percuter un double paradigme. La première raison pour laquelle il est difficile à cerner, c'est ça, c'est que ça vient percuter à la fois une illusion de l'égalité, cette idée que finalement, avec toutes ces lois, et en France, c'est quand même mieux qu'en Afghanistan, on se dit, bah, c'est bon, l'égalité, on l'a. Et puis, ça vient aussi percuter le déni de sexisme. Et donc, pour percuter ce double paradigme, il faut pouvoir le confronter à la réalité. Et pour le confronter à la réalité, finalement, il y a 2 étapes importantes. La première étape, c'est de nommer ce qu'est le sexisme. Et la deuxième étape, c'est de le mesurer. Le nommer, c'est une étape importante. Alors, la première fois que c'est apparu, le terme, c'est en gros dans les années 60, par analogie au racisme, lors d'une conférence par une personne qui s'appelle Pauline Litt. En France, il y a eu les chroniques du sexisme ordinaire avec Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, et c'est rentré dans le dictionnaire en 1978. Et c'est à cette occasion que Simone de Beauvoir a écrit « Nommer, c'est dévoiler, et dévoiler, c'est déjà agir ». Donc nommer le sexisme est une étape indispensable pour pouvoir justement mieux le cerner. La deuxième étape indispensable pour comprendre quelle est la réalité dont on parle, c'est de mesurer. On le voit sur le harcèlement sexuel, pour faire un parallèle très rapide. Finalement, une des difficultés aussi que l'on a sur le sujet, c'est qu'il y a très peu de chiffres, très peu d'études, et que les chiffres permettent quand même de rendre visible un sujet. Sur le sexisme, on a la chance d'avoir 2 grandes études qui ont été réalisées par le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle en 2013 et 2016, et des études d'ampleur auprès de 15 000 salariés, et qui permettent de poser des chiffres. Le chiffre qu'on connaît, c'est 8 femmes sur 10 sont confrontées à des attitudes sexistes en entreprise. 8 femmes sur 10 aussi pensent que ça a des conséquences sur le stress et sur la santé. Et peut-être un chiffre qu'on connaît moins, c'est plus d'une femme sur 2 qui a été victime d'attitudes, de comportements sexistes, et qui est allée en faire part à la hiérarchie ou aux représentants syndicaux, finalement, n'a pas été écoutée ou crue. Une femme sur 2, plus d'une femme sur 2. Et ça, ce déni de sexisme, il est encore donc très présent, et c'est un vrai sujet. Donc ça, c'est la première difficulté de le cerner, c'est celle-ci. Le deuxième point de vue pour comprendre pourquoi c'est difficile à cerner, c'est ce que nous apporte le droit. C'est une notion qui est très récente en droit, puisque l'agissement sexiste est rentré en 2015, et qu'avant, finalement, ça coexistait, et ça contribue encore à alimenter cette confusion. Ça coexistait avec beaucoup de notions, celle du harcèlement moral et sexuel, les injures, la discrimination, et donc il y a tout un tas de notions qui tournent autour et qui rendent difficile de savoir finalement ce qu'est le sexisme et où il se situe. Et c'est d'autant plus difficile, même s'il a été défini dans le droit aujourd'hui depuis 2015, que la façon dont il est défini dans le Code du travail laisse finalement au juge une grande part de décider ce qui est un agissement sexiste ou pas. Et qu'il y a quand même encore une zone de flou dans le droit, et qui repose du coup beaucoup sur le juge. Pourtant, il y a des obligations qui sont associées pour les entreprises dans ce Code du travail, enfin dans cette loi de 2015. Et les obligations, elles ont un rôle de prévention de risques psychosocial, le fait de devoir intégrer aussi l'agissement sexiste dans le règlement intérieur. Donc, il y a tout un tas d'obligations. Mais la différence en droit entre le sexisme et le harcèlement est importante, c'est qu'elle n'est pas au même rang que le harcèlement, puisqu'il n'y a pas ce fameux renversement de la charge de la preuve que l'on a dans le cadre du harcèlement moral et sexuel, et qui permet de faciliter la juridiction de se positionner. Sur le sexisme, ce n'est pas le cas, et ça fait partie des pistes qui sont proposées par Patrick Thiébard pour justement faire avancer le sujet. Le troisième regard qu'on peut avoir pour comprendre pourquoi c'est un sujet qui est encore difficile à cerner, c'est le regard que nous a apporté Muriel Salles, qui donc enseigne auprès des enseignants, forme les enseignants sur ce qui se passe à l'école. Et Muriel Salles, quand on a préparé l'atelier, me disait finalement on est sexiste parce qu'on est aveugle. C'est une réflexion qu'elle avait en sortant d'une des formations où une des enseignantes qu'elle avait formée lui disait mais je ne comprends pas, moi je vois rien, je ne vois pas où est le problème.
On est sexiste parce qu'on est aveugle. La science de l'éducation, ce que nous apporte l'éducation sur ce sujet-là est intéressante, c'est ce qu'on appelle la notion de curriculum caché, c'est-à-dire tout ce qui, en fait, se passe et n'est pas dans le programme, en fait, tout ce qui se déroule à l'école et qui n'est pas dans le programme. Sur cette notion de curriculum caché, peut-être qu'une des illustrations... Pardon, je prends mes notes là-dessus. Une des illustrations peut-être les plus intéressantes, c'est de comprendre la façon dont les interactions se font entre les enseignants, les enseignantes et les élèves, entre les élèves entre eux aussi, entre pairs, hein, la façon dont la parole se coupe, la parole se prend, mais donc aussi la façon dont la parole est donnée. Et là, les études sont assez intéressantes à mobiliser sur le sujet, puisque y a un différentiel dans la parole qui est donnée de 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers à la faveur des garçons. Et pour des études plus récentes, on est sur du 56-44%. Alors on pourrait se dire c'est peu, mais Muriel Salles a fait le calcul, et sur tout un parcours scolaire, ce différentiel représente 1800 heures de temps de parole. 1800 heures de temps de parole, on se dit, bah oui, ça peut avoir effectivement un impact sur ce qui va se passer ensuite dans le monde du travail et dans le monde politique, où finalement, quand on est moins habitué à prendre la parole ou moins habitué à pouvoir, à ce qu'on nous donne la parole, finalement, dans l'entreprise ou dans le monde politique, on peut comprendre les répercussions. Conclusion. Conclusion. Ce que l'on peut faire aujourd'hui, c'est justement à travers la formation de ces enseignants travailler sur ce curriculum caché. Ce qu'on peut faire en droit, c'est peut-être faire évoluer le droit pour mettre l'agissement sexiste au même titre que le harcèlement moral et sexuel, et puis peut-être aussi travailler sur la notion de lanceur d'alerte, mais on pourra vous en parler peut-être après si on a le temps. Et ce qu'on peut faire en entreprise, ça a été dit, mais c'est capital, obtenir un portage politique, c'est-à-dire que s'il n'y a pas effectivement tout en haut des personnes qui vont dire c'est un sujet, on s'en empare, on fait quelque chose, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il faut aller convaincre et partir avec son bâton de pèlerin. Et ce qu'on peut faire en entreprise, c'est former et sensibiliser. Le sexisme est un sujet éminemment culturel, donc il faut faire bouger ce qu'il y a dans les têtes de tout le monde en entreprise et dans la société civile. Merci beaucoup. 5e atelier, diagnostiquer l'égalité, l'enjeu clé de la mesure, animé par Karine Armani, toujours du cabinet Équilibre. Synthèse en 8 minutes. Alors, donc pour cet atelier, nous étions 4 et nous avions choisi donc d'avoir 4 angles aussi différents. Donc, Françoise Milewski, que vous avez vu au moment de la plénière, avait plutôt le rôle de, on va dire, l'économiste et apporter un regard, on va dire, en hauteur, à hauteur des recherches académiques. Olivier Volt, qui est président de la commission égalité de la DTSI Orange, nous apportait plutôt le regard côté partenaires sociaux. Moi-même, alors je me présente avant Claire, non pas parce que je suis impolie, mais parce que je donnais le pendant d'Olivier côté entreprise privée, mais plutôt côté employeur. Donc Olivier, c'était partenaires sociaux, grandes entreprises privées, et moi je donnais le point de vue plutôt grandes entreprises privées, mais plutôt côté direction. Et la 4e intervenante est Claire Morando, donc qui anime aussi un cabinet de conseil et qui avait choisi, parce qu'elle a un périmètre d'intervention très large, donc grandes entreprises et plus petites entreprises, elle nous apportait plutôt son point de vue côté PME et voire même TPE. Voilà. Donc on avait travaillé notre atelier, on avait prévu 1 phase, 2 phases, etc. Et puis bien sûr, tout ne s'est pas du tout passé comme ça. On a très rapidement donné la parole à la salle, donc ça a été très riche, et je vais essayer de vous résumer un petit peu la teneur de nos échanges. Et bien évidemment, si j'oublie des choses, vous pouvez intervenir, chers collègues et participants. Alors, on a démarré quand même en posant un peu, on va dire, le contexte de l'atelier et en s'étonnant sur 2 choses particulières. La première qui était de dire qu'effectivement, la mesure, c'est un sujet
c'est un sujet ancien, mais c'est un sujet aussi récent. Alors ancien parce que la mesure, elle a commencé à être posée comme une obligation auprès des entreprises, donc en 83, avec la loi Roudy, donc qui impose le fameux RSC, rapport de situation comparé entre les femmes et les hommes sur toutes les conditions d'accès à l'emploi et à la formation. Et c'est vrai qu'à partir de cette date, la mesure est devenue un peu une donnée centrale, en tout cas quelque chose qui était fortement porté par les pouvoirs publics, qui, dans le cadre de nombreuses lois, 2001, 2004, 2006, 2015, avec Rebsamen, ont continué à, on va dire, renforcer cet outillage à disposition des entreprises. Et aujourd'hui, avec l'irruption des ordonnances Macron sur la loi travail, en fait, il y a une espèce de changement de donne, puisqu'on est passé de 83 à 2017 à une quantification, à une obligation de quantification qui était très normée à travers des indicateurs légaux poussés par le législateur, à une obligation de quantification, en tout cas une quantification qui va être plus laissée à la main des acteurs de la négociation, puisqu'avec les ordonnances, par accord, les acteurs de la négociation pourront eux-mêmes choisir les indicateurs de mesure des inégalités. Voilà. On a juste aussi mis en exergue qu'en parallèle de cette tendance, il y a quelque chose d'assez étonnant qui est le fait que l'obligation de diffusion et de publication de ces indicateurs au sein de l'entreprise est passée de quelque chose qui semblait évident. Donc, depuis la loi Génisson de 2001, l'employeur devait porter à la connaissance de tous les salariés par toutes les voies possibles et imaginables, dont la voie d'affichage, l'intégralité de ces indicateurs. Aujourd'hui, en tout cas depuis 2015, ces indicateurs sont considérés comme à disposition uniquement des partenaires sociaux, auxquels on rappelle qu'ils ont une obligation de discrétion par rapport à des données qui sont jugées confidentielles. Voilà, donc on s'est un peu étonné sur ces différents changements. Et le dernier élément permettant un peu de poser le sujet, c'est de se dire qu'effectivement, en France, sur l'égalité, on a un droit de mise en œuvre qui est quand même assez conséquent, puisque c'est l'État qui donne globalement le mode opératoire aux entreprises pour leur dire, pour traiter l'égalité, premièrement, vous avez une phase de consultation, vous mesurez avec la BDES, etc. Machin. Après, vous avez une phase de négociation et après, vous avez une phase de suivi. Et si vous ne faites pas bien tout ça, globalement, il y a des sanctions financières, vous pouvez même être exclu des marchés publics. Et malgré tout ça, qui sont quand même des choses assez conséquentes, on se rend compte qu'on a pris quelques chiffres. En 2016, uniquement 84% des entreprises de plus de 1000 salariés étaient couvertes par un accord ou un plan d'action, ce qui est quand même une obligation légale. Donc on approche des 100%, mais on n'est pas à 100%. Et que 34% des PME, en fait, étaient uniquement couvertes par un accord. Et pour revenir aux indicateurs, il y a une étude qui a permis de montrer que 40% des accords et des plans d'action n'utilisaient aucun indicateur. Donc c'est une situation assez paradoxale puisque cette quantification semble assez structurelle, transparaît dans toutes les lois, les obligations, etc. Et on se rend compte qu'il y a quand même une déconnexion entre la rigidité de l'obligation légale et sa traduction opérationnelle dans la réalité. Voilà. Donc, ce qui a permis un peu de poser le débat. Ensuite, on a réfléchi tous ensemble sur le constat. Et ce qu'on s'est dit, c'est que, bien évidemment, les chiffres sont indispensables parce que chiffrer, objectiver les inégalités, en tout cas poser la structure des inégalités, ça permet de les rendre visibles. Voilà. En entreprise, souvent le sujet des inégalités, c'est un sujet un peu complexe. À partir du moment où on est en capacité d'expliciter le plafond de verre en disant le plafond de verre, ça veut dire que globalement, si vous avez 80% de femmes à un niveau, vous n'en avez plus que tel pourcent. Voilà. Donc ça permet de rendre visibles les inégalités, ce qui est déjà une étape hyper importante. Après, ce qu'on a partagé ensemble, c'est de dire effectivement, les chiffres sont nécessaires, mais ce travail de quantification aujourd'hui, il est assez paradoxal parce qu'il est déjà très présent, mais incomplet, contesté et inefficace. Alors après, on ne va pas vous détailler tout ce qu'on a dit là-dessus, mais
incomplet. Pascal en a un peu parlé parce qu'effectivement, les indicateurs permettent de mesurer, mais ça ne peut pas tout mesurer. Il y a des choses qui ne sont pas mesurables, comme le talent. Il y a des choses qu'on n'a pas encore mesurées et qu'on va commencer à mesurer. Et Pascal a parlé du sexisme et du harcèlement, et ça en fait partie. Et la mesure, à ce moment-là, est quelque chose d'important pour faire exister un sujet. On s'est intéressé sur le fait que ces indicateurs étaient également, on va dire, contestés. Et là, le témoignage, voilà, on va dire in vivo d'Olivier sur les débats au niveau des commissions égalité, voilà, les désaccords entre direction et partenaires sociaux étaient assez illustratifs. Il faut conclure. Parce que, il faut conclure, mais ça va super vite. Pardon. Non, alors... Donc je vais vite. Bon, inefficace. Après, si vous voulez en savoir plus, voilà. Incomplet, inefficace, contesté. Voilà, inefficace globalement. Je vous le fais en résumé parce que on se rend compte que voilà, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps de travailler sur les indicateurs, mais globalement, ça sort pas du tout de l'instance de négociation. Ça circule pas dans l'entreprise. On l'a vu tout à l'heure, ça ne circule pas dans les accords. Et contesté, voilà, je vais vite aussi, parce qu'il y a souvent en interne des débats sur les indicateurs, l'interprétation des indicateurs. Et souvent, on demande des indicateurs pour expliquer les indicateurs. Donc, on n'en sort pas. Il y a une espèce de surenchère. Et il y a de plus en plus aussi des débats sur la méthode. Parce que les indicateurs, c'est souvent à la main de la direction qui, à partir de données brutes, fabrique des indicateurs. Mais il faut savoir comment ils sont fabriqués, pourquoi ils sont fabriqués comme ça, etc. Donc, voilà, paradoxalement, c'est quelque chose de très présent, mais qui n'est pas complet, pas totalement efficace et souvent contesté. Donc, j'arrive à la conclusion. Donc, on a dit les chiffres. C'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Et ça a été quelque chose qui a été ouvert dans le cadre du débat, parce que effectivement, les chiffres permettent de rendre visibles les inégalités, mais ça permet pas forcément, merci, de comprendre les mécanismes de fabrication des inégalités. Et si on veut agir efficacement pour corriger les inégalités, il faut comprendre pourquoi elles se produisent au sein de l'entreprise. Et pour les comprendre, bien évidemment, il faut des chiffres, mais aussi il faut interroger les salariés. Donc il faut des perceptions, il faut regarder les règles de l'entreprise, il faut regarder les pratiques managériales, etc. Donc les chiffres, oui, c'est nécessaire. Pas suffisant. Pour avoir un diagnostic, il faut avoir une vision complète des inégalités. Voilà. Merci beaucoup. 6e et avant-dernier atelier sur les questions ô combien importantes de classification et rémunération, qui a été animé par ma collègue Chloé Guillot-Soulez. Voilà, vous savez qui a parlé dans l'atelier, donc pas besoin de le rappeler. C'est dans le programme. D'accord. Bon, merci. Donc, dans l'atelier, il y avait 2 experts du sujet, Anne-Françoise Bender et Rachel Silveira. Je vais commencer par un point qui a été rappelé au cours de l'atelier. Quelques chiffres sur les inégalités salariales, puisqu'on a commencé par là pour en arriver à la question ensuite des classifications qui sont finalement peu visibles en tant que vecteur d'inégalité. Donc, pour reprendre le chiffre qui est connu, archi connu, l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes est de 25,7%, puisque les femmes gagnent globalement 25,7% de moins que les hommes. Et quand on décortique ce pourcentage, on se rend compte qu'il y a plusieurs effets qui vont jouer. Donc l'effet lié au temps de travail, le temps partiel qui a été évoqué dans la plénière, qui explique un peu plus de 9%. Un effet de structure qui explique 6%, ce qui fait que quand on enlève ces différents effets, on arrive à un écart à poste identique d'à peu près 10,5%. Donc finalement, pour reprendre le titre de l'ouvrage de Rachel, un quart en moins de rémunération, d'écart de salaire s'explique par le temps partiel, par la ségrégation professionnelle du fait de la non-mixité des emplois les mieux rémunérés, une dévalorisation des emplois à prédominance féminine, des écarts au niveau des primes différentes entre les hommes et les femmes, des différences au niveau du déroulement de carrière, et puis il nous reste une part inexpliquée. Et donc finalement, les inégalités de rémunération et les inégalités de salaire en particulier sont le reflet de toutes les autres inégalités. Et ça amène à s'interroger sur les leviers
à la base des inégalités, en particulier salariales. Et donc, c'est comme ça qu'émerge un angle mort, finalement, dans la question des inégalités salariales, qui repose sur la construction des classifications. Et donc, c'est un sujet qui, finalement, est peu abordé, mais qui est fortement imprégné du modèle masculin industriel. Et quand on regarde, effectivement, différentes classifications, en particulier de branches, eh bien, on retrouve cette dimension d'inégalité. Un dernier chiffre sur ces questions d'inégalité salariale et des emplois, puisqu'avec les classifications, on va arriver aux emplois. Seulement 17% des emplois sont mixtes. Donc, ce qui veut dire que les classifications vont être également très sexuées parce que les emplois eux-mêmes sont très sexués. Donc finalement, si on en vient maintenant à la dimension juridique, qui est aussi un angle important sur le sujet, eh bien, on voit que la question de la discrimination et des biais discriminants dans les classifications, elle est évoquée dans un accord national interprofessionnel de 2004, qu'elle est reprise dans un accord national interprofessionnel de 2013, que la loi de 2014 invite à identifier et corriger les critères d'évaluation susceptibles d'induire des discriminations fondées sur le sexe. Donc tout ça nous montre que finalement les classifications sont un moyen d'appliquer le principe pour un même travail ou pour un travail de même valeur, eh bien on devrait avoir une rémunération égale. Principe dans la loi de 1972. Il y a encore du chemin à parcourir. Donc tout ça nous a amené nos deux expertes à évoquer la question de la classification, sachant que la question des classifications des emplois se pose soit au niveau de la branche, soit peut descendre au niveau de l'entreprise. Donc ça fait deux niveaux possibles d'intervention pour pouvoir arriver à des méthodes de classification moins discriminantes au regard du genre. Donc l'atelier s'est ensuite poursuivi sur des aspects plus techniques. Alors je vais les résumer rapidement sans vous refaire un cours sur les classifications. L'idée générale qui se dégage, c'est que les méthodes de classification ne sont pas neutres. Et que finalement, donc peut-être un petit rappel quand même de définition, une classification, c'est une hiérarchie des emplois. Donc il va falloir trouver comment hiérarchiser les emplois à l'intérieur de l'organisation. Et pour cela, il va y avoir différentes étapes à respecter. Des étapes liées au choix des critères de classification, une étape liée à la pesée des postes, des emplois, si on est précis et rigoureux, une étape d'établissement des grilles salariales. Et donc, ce qui ressort des études dans le domaine, c'est que toutes ces étapes sont biaisées et que finalement, les méthodes de classification ne sont pas neutres. Elles se veulent objectives, le plus objectives possible, mais à chacune des étapes de ce travail de classification, des biais vont émerger. Et finalement, ces méthodes conduisent à reproduire la hiérarchie traditionnelle des emplois, à véhiculer des représentations implicites et intériorisées. Donc, pour faire rapide, deux grandes méthodes de classification, les méthodes globales d'un côté, les méthodes critérielles de l'autre. Et on se rend compte que, quelle que soit la méthode choisie, eh bien, finalement, les critères qui vont être retenus ne vont pas garantir la neutralité au regard du genre et ne vont pas garantir non plus l'objectivité de la méthode. Finalement, les critères apparaissent comme neutres, mais sont porteurs de discrimination. Et donc, vont trouver aussi à s'appliquer de manière différente dans les métiers, et en particulier selon la prédominance masculine ou féminine au niveau des métiers. Donc c'est ce qui va être source de discrimination indirecte, et c'est en ça que cette source de discrimination est plus invisible que d'autres discriminations qui sont sources de discrimination qui sont davantage étudiées, mieux connues. Donc ici on a un angle mort qui apparaît. Alors pourquoi cette survalorisation des emplois à dominance masculine ? Quatre causes ont été rappelées. Tout d'abord, l'existence de critères redondants. Donc vous allez trouver dans les méthodes de classification des critères qui se ressemblent, la finalité, la responsabilité, la contribution. Et ces éléments-là conduisent à survaloriser les métiers, les emplois à prédominance masculine.
Deuxième exemple, des critères restreints ou flous. Par exemple, quand le critère de résolution des problèmes est choisi, eh bien, on se rend compte que c'est la résolution des problèmes avant tout techniques qui va être retenue, ce qui valorise là encore les emplois à dominance masculine. Pour les responsabilités, on retiendra seulement le chiffre d'affaires, l'évaluation des responsabilités au regard du chiffre d'affaires. Au niveau des relations, on va davantage valoriser la dimension management. Voilà pour quelques exemples. Un troisième problème sur lequel rejaillit la survalorisation des emplois à dominance masculine, ce sont des critères manquants. Donc finalement, des compétences invisibles. Et donc les critères liés à des compétences davantage présentes dans les emplois à dominance féminine ne vont pas être pris en compte. Donc par exemple, quand on retient un critère lié au relationnel, eh bien, on va oublier que le relationnel, c'est aussi de la relation client, où là, les femmes peuvent être davantage représentées sur ces emplois. Il faut conclure. Ok, on arrive au bout. Pour quatrième élément, des déroulements de carrière différents selon les types d'emplois. Donc là, quand vous regardez des classifications, eh bien, ce qui ressort de certains exemples qui ont été donnés en atelier, c'est que sur des fonctions administratives, les coefficients les plus élevés ne vont pas correspondre à des emplois. Alors que sur des fonctions techniques, eh bien là, il y aura des emplois dans les coefficients les plus élevés. Donc finalement, un plafonnement de carrière pour les femmes qui sont majoritairement présentes dans les filières administratives, et alors qu'il y aura des possibilités de monter dans les coefficients pour les filières techniques à prédominance masculine. En conclusion, 2 préconisations ont émergé de l'atelier. Première préconisation, l'importance de mobiliser tous les acteurs pour un diagnostic partagé. Et en particulier, l'importance de constituer des comités d'évaluation mixtes. Deuxième préconisation, par rapport à la sélection des critères. Donc l'idée, c'est de faire simple et d'avoir, par exemple, 4 critères qui ont été suggérés par les travaux du BIT. La qualification, la technicité, les responsabilités et les exigences organisationnelles. Donc, faute de temps, je ne développerai pas. Donc en guise de conclusion, vachement dépassé là déjà. Voilà. Donc en guise de conclusion et de lecture complémentaire, eh bien je vous renvoie au guide du Défenseur des droits de 2013 et au guide du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle de 2017, dans lequel vous trouverez davantage d'explications sur tout ce que je viens de résumer et des exemples d'entreprises, de branches dans lesquelles ont été mises à jour ces inégalités au regard du genre dans les classifications. Merci beaucoup, Chloé. Last but not least, atelier 7, qui a été animé par Feriel Kachouk. Je précise juste que le défenseur des droits a été représenté par Maxime Bellingeri. Merci. C'était le dernier atelier et effectivement avec un intitulé assez intriguant, l'intersectionnalité comme moyen de penser la complexité. Alors comment peut-on penser la complexité à partir d'un objet très peu parlant, très peu identifié dans le monde de l'entreprise, mais aussi, je vous rassure, aussi ailleurs, dans le monde des luttes identitaires par exemple, ou dans le monde de la recherche, avec une polysémie très importante. Alors au fond, je vais peut-être reprendre ce qu'avait dit Christophe Falcoz dans son introduction. Au fond, est-ce que quand on a introduit des politiques d'égalité dans l'entreprise, on se demande qu'est-ce qu'on a fait pour la femme qui n'est pas blanche, qui n'est pas cadre, qui n'est pas valide, qui n'est pas jeune, qui n'est pas hétérosexuelle, comment on pense des politiques de ce type. Au fond, si on devait résumer l'intersectionnalité de façon beaucoup plus rapide qu'en 1h15, là j'ai 7 minutes je crois, c'est au fond comment les politiques d'égalité entre les femmes et les hommes ne se sont pas vraiment intéressées aux non-frères, pour reprendre l'expression de Régine Sénac, c'est-à-dire les oubliés de la fraternité républicaine, ou plutôt aux non-sœurs, pour reprendre la sororité, qui a été le terme phare d'un féminisme qui prétendait combattre l'universalité de la domination subie par les femmes et qui a été au fond rattrapé, interpellé
par l'intersectionnalité pour faire entendre que cette expérience de la domination est traversée par de multiples différences de situation, de différences d'expérience, différences de ressources pour résister à cette domination, et aussi par des contradictions, puisque sur ce registre, on peut relever à quel point, au fond, les femmes immigrées, pour reprendre uniquement le critère de l'origine, sont venues compenser les effets du plafond de verre pour les femmes françaises cadres, en assurant tout ce qu'on appelle le care, finalement, la prise en charge des enfants et des tâches ménagères, et finalement en endossant à leur place les limites et les contradictions des politiques d'égalité. Alors, l'intersectionnalité, c'est un angle mort ou une ligne de fuite des politiques publiques d'égalité. On a qualifié en fait, au fond, ces politiques publiques dans une étude, la première étude, je crois, sur ce sujet, qui a été réalisée avec ISM Quorum pour le défenseur des droits, qui à l'époque s'appelait la HAL. C'était juste avant que la HAL ne se transforme, n'ait la réforme, donc qui a donné lieu au défenseur des droits. Et on est au fond dans un séparatisme conceptuel des politiques publiques où quand on parlait des femmes, quand on s'adressait aux femmes, on parlait d'égalité. Quand on s'adressait aux femmes étrangères, on parlait d'intégration pour ne prendre que cet aspect-là. Donc, l'intersectionnalité est au cœur des débats du féminisme aujourd'hui et pourtant, à titre d'expérience démultipliée des rapports de domination, une expérience le plus souvent invisible, le plus souvent indicible, éludée donc par les politiques publiques et non reconnue par le droit. Alors, justement, le défenseur des droits nous a évoqué ce point. J'avais évoqué en introduction 2 affaires très différentes, une affaire en France, pour ne pas la nommer, SOS Racisme contre L'Oréal et Adecco, et une autre affaire au Canada où l'intersectionnalité a été pour le coup mise en scène et appelée, mais où il s'est avéré qu'elle n'avait été d'aucun secours pour la défense des droits des victimes. Donc Maxime, pour le défenseur des droits, nous a dit que les recours en droit sur la base de multiples critères de discrimination sont rarissimes. On le savait, et la plupart des victimes ne l'invoquent pas dans leur saisine. D'abord parce que pour différentes raisons, ces discriminations sont complexes à identifier. Donc il y a une sous-déclaration parce qu'il y a une insuffisante conscience, y compris de la part des victimes, du fait qu'elles sont discriminées non seulement en tant que femmes, mais en tant que femmes racisées, par exemple, pour ne prendre que cet exemple, ou en tant que femmes homosexuelles. Il est difficile d'identifier le fameux comparateur, vous savez, qui sert tellement à rendre visible la discrimination, à révéler la discrimination, mais surtout à la qualifier en droit. Par ailleurs, la reconnaissance d'une discrimination fondée sur plusieurs critères n'entraîne pas de sanctions additionnelles. Et donc, au fond, ni au plan pénal, ni au plan financier. Et au fond, l'essentiel, c'est d'abord d'être efficace et d'obtenir la réparation des torts causés. Enfin, on peut se demander si ça a un sens moral de dédommager davantage une personne au motif qu'elle a été discriminée à raison de plus d'un critère. Et enfin, dernier facteur d'invisibilité de ces discriminations et de non-recours au droit sur la base de critères multiples, c'est que les études qui croisent plusieurs critères sont très récentes, très peu nombreuses en France, et donc une très faible mobilisation des acteurs, et notamment des acteurs du droit. Cependant, le défenseur des droits va tenter de mobiliser la grille d'analyse de lecture intersectionnelle à travers quelques affaires et différentes études. D'abord, une affaire qui apparaît très emblématique, c'est une affaire qui met en scène donc des femmes immigrées dans les métiers de nettoyage pour un sous-traitant de la SNCF. C'est une affaire assez connue. Je vais passer très rapidement compte tenu du temps imparti, mais simplement pour dire que cette affaire est caractérisée par une division ethnosexuée des tâches, avec ce qui avait été évoqué justement en introduction, à savoir les hommes qui pilotaient les engins de nettoyage et les femmes dans des postures humiliantes et n'ayant comme outil de travail que le seau et le balai. Donc avec évidemment les hommes en poste de direction. Et pour cette affaire-là, le défenseur des droits a demandé à une sociologue de produire une étude sur ce sujet. Cette étude a été versée
au titre des pièces du dossier, donc a éclairé, on va dire, le juge dans sa décision, et éclairé très utilement. Alors un autre exemple, à travers le 10e baromètre de la perception des discriminations dans l'emploi, le défenseur des droits effectue annuellement avec l'OIT un baromètre de la perception des discriminations. Et au fond, si un tiers de la population française, la population active, déclare avoir été discriminée dans les 5 dernières années, tout le monde n'est pas discriminé de la même façon. Selon que l'on est un homme blanc d'âge moyen et père de famille, on ressent la discrimination à hauteur de 13% seulement. Et puis je vais prendre l'exemple limite, c'est les femmes de 18 à 44 ans, vues comme d'origine extra-européenne, on ressent la discrimination à 65%. Donc ces chiffres démontrent en fait la variété de la perception des discriminations, du ressenti des discriminations, mais la variété aussi des situations de surexposition à la discrimination, selon que l'on est vu, bien entendu, pas forcément que l'on se ressent, mais selon qu'on est vu comme appartenant à tel ou tel groupe. Donc c'est la question de l'imputation, au fond, identitaire qui est là en cause. Enfin, je citerai simplement deux publications du Défenseur des droits qui prennent en compte la question des discriminations intersectionnelles, Agir contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle et l'identité de genre, disponible sur le site du Défenseur des droits, et le rapport sur l'emploi des femmes en situation de handicap. Alors, un dernier point, si quand même juste citer un élément qui ressort de ce rapport, c'est que les femmes en situation de handicap sont plus diplômés que les hommes en situation de handicap, et 10% des hommes en situation de handicap sont cadres, mais seulement 1% des femmes dans la même situation. Donc on voit bien là que la question de l'intersectionnalité n'est non pas additionnelle, mais représente en fait une démultiplication des process de discrimination, démultiplication qui est d'autant plus difficile évidemment à analyser, à rendre visible, mais surtout à qualifier en droit. Enfin, Marie Il faut Donzet... terminer. Pardon ? Il faut terminer. Oui. Je conclus juste simplement sur la question des femmes et de l'âge. Pas de politique dédiée à cela, et pourtant les femmes quinquagénaires sont 3 fois plus nombreuses que les hommes à être en sous-emploi, 2 fois plus nombreuses parmi les seniors non qualifiés. Alors, que faire avec ces chiffres qui ne sont pas des chiffres en plus toujours consolidés? Que faire avec ces éléments qui sont la plupart du temps invisibles? Comment agir en entreprise? C'est une des questions qui a été posée par rapport à ces discriminations. Évidemment, on ne va pas faire des politiques sur les 24 critères de discrimination. Ça n'aurait aucun sens, cela serait absurde. Mais au contraire, peut-être multiplier les enquêtes sur ce que sont les zones grises de l'égalité, au fond, parce que je crois que l'intersectionnalité, elle est là, elle est dans les zones grises des politiques d'égalité, les publics pour lesquels on n'a pas agi, ou les publics qui sont frappés à un moment donné de leur parcours professionnel par la discrimination. Et donc l'idée de multiplier donc les enquêtes sur ces zones grises. Merci beaucoup. Alors, on a 2 options. Moi, j'avais prévu de vous faire une petite présentation de mise un peu en perspective de pistes de solutions pour l'égalité réelle, mais on va peut-être déjà vérifier si vous avez des questions, parce que je ne voudrais pas qu'après... Alors même si je sais que tout ça a pu être débattu dans les ateliers, est-ce qu'il n'y a pas déjà des questions importantes que vous souhaiteriez absolument poser? Et puis je verrai si du coup j'interviens ou pas. Alors il y en a une, monsieur. La question qui me vient tout de suite, là, dans tout ce que vous avez présenté comme atelier, il me semble que c'est la direction d'une entreprise qui met le là, à savoir s'il y a une égalité ou pas. Alors je me pose la question, est-ce que dans vos ateliers respectifs, est-ce qu'on a évoqué les grandes écoles, je dirais les petites écoles aussi, parce que l'éducation rentre en ligne de compte. Mais est-ce que les grandes écoles préparent-elles des managers à être sexistes, ou alors ils sont ouverts pour amener une certaine égalité des femmes et des hommes? Merci.
C'était à moi. Question courte, réponse courte. Mais la pression tout de suite. Non. En sortant justement de la salle, d'abord, il y a deux aspects. On a parlé du leadership, et le leadership, il est évidemment enseigné dans les grandes écoles. Et je pense qu'effectivement, il n'y a pas suffisamment de remise en question du type du paradigme et de comment est-ce que le leadership entre en confrontation ou en association avec l'égalité. Il n'y a vraiment pas cette réflexion-là. Et on a pris un autre exemple en sortant de notre salle d'atelier sur les vendeurs. Une personne, je ne sais pas si elle est là, disait oui, mais il y a des métiers qui se prêtent moins aux femmes. Par exemple, le métier de vendeur se prête moins aux femmes. D'ailleurs, il n'y a que des hommes, etc. Je dis, mais quoi non, justement, je pense que les femmes sont d'excellentes vendeuses, souvent même de meilleures vendeuses. Et j'ai le profil type d'un vendeur, c'est-à-dire une personnalité extravertie qui fait moi je, enfin qui se la pète un maximum. En général, n'est pas les femmes se sentent plus mal à l'aise avec ça parce que si elles ont une personnalité comme ça, elles sont doublement pénalisées parce que ce n'est pas ce qu'on attend d'une femme. Et donc, effectivement, elles pensent qu'elles ne sont pas de bonnes vendeuses. Mais en fait, quand on regarde sur la vente, qu'il faut maintenant, et de plus en plus, c'est créer la relation avec l'autre. Et créer la relation, on sait que comme, étant donné notre situation dans la société, on est obligé d'être un petit peu plus empathique. C'est pas qu'on l'a encore naturellement, mais voilà, on développe ce trait de caractère-là. Et donc, on est en fait de bonnes vendeuses. Mais donc, effectivement, c'est une excellente question. Je pense qu'il faudrait vraiment regarder toutes les formations à la lumière des stéréotypes féminins, masculins. Vous avez ici écrit Think large. Nous sommes une School of Management ici. La force de l'IAE est de promouvoir la vision d'un management ouvert sur le monde, fier des dimensions humanistes. Alors, on a créé une charte ici d'un management qui se veut effectivement responsable et puis qui aussi est ouvert à la différence. Donc voilà, on essaye d'introduire dans les cours beaucoup de ces sujets. Donc effectivement, il y a un énorme travail à faire. Il y a des écoles de commerce qui le font aujourd'hui, mais elles restent rares. On est un des rares IAE à le faire. Donc, il y a beaucoup à faire là-dessus. Une autre question. Alors, par contre, j'ai du fil. Donc, je vais essayer de vous faire passer le... Vous m'entendez? Ah, super. Je voudrais juste, par rapport... Dans l'atelier, pour rebondir sur ce que vous disiez, il y avait des étudiantes qui, justement, se faisaient la réflexion en disant « Mais nous, on n'est pas préparés à ce qui nous attend derrière. » Les filles, on le sait, sont de meilleures bachelières depuis les années 70, réussissent plutôt mieux les études supérieures. Et finalement, il y a un peu une phase de désillusion quand elles arrivent sur le marché du travail. Et ces jeunes filles témoignaient du fait qu'elles ne se sentaient pas préparées à ça. Donc oui, la réponse est oui, et il y a beaucoup à faire. Il y avait une autre question ? Merci Christophe. Surtout une remarque, et je rebondis sur la question du monsieur. Moi, j'ai fait ce qu'on appelle une grande école, et c'est un thème qui est pris par certaines écoles et qui commence à arriver, et c'est vraiment bien. Il y a encore beaucoup de choses à faire, comme on le disait là-dessus. Mais je rebondis vraiment sur ce qui a été dit très rapidement sur les petites écoles. Et je pense qu'en fait, moi, ce que j'ai observé dans mon parcours académique en grande école, c'est que le tempérament des élèves qui pourtant viennent de milieux aisés où on pourrait se dire que l'éducation sur les valeurs d'égalité est assez présente, ben finalement il y a du sexisme ordinaire et beaucoup, il y a beaucoup de choses qui bloquent la réflexion, et même si elle est mise en place par l'école. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire vraiment dès le plus jeune âge pour changer les choses, quoi. Je pense que c'est un vrai terrain. Non, mais je crois il ne faut pas trop qu'on quitte le sujet de l'entreprise, parce qu'effectivement, ton intervention, comme celle de monsieur, elle nous renvoie à la question de l'éducation. Et on voit bien qu'en fait, c'est une espèce de fil conducteur, l'orientation scolaire, l'éducation dans la famille et dans la sphère scolaire est un enjeu extrêmement important. Et c'est aussi une des limites de l'action de l'entreprise. C'est qu'effectivement, elle récupère des futurs salariés, si on pense aux primo-demandeurs d'emploi, qui ont été formés
formatés à la maison par la publicité et par le système scolaire. Et là, c'est un autre colloque, mais il y a de très beaux travaux sur nos fameux manuels scolaires français qui restent au niveau mondial parmi les pires en termes de véhicules du sexisme et des stéréotypes de genre. Donc effectivement, l'entreprise doit être consciente aussi qu'elle ne va pas pouvoir défaire ceci, alors que pendant une vingtaine d'années, eh bien, dans les exercices de mathématiques, maman fait à manger et papa part travailler. Voilà. Donc, et après, on compte des carottes et des choux. Donc, effectivement, ça appelle à une forme d'humilité de l'action de l'entreprise. Il faut rester totalement actif, proactif et volontaire. Et en même temps, l'entreprise peut agir un peu sur le système scolaire, hein, mais indirectement. Et donc, il y a cette limite-là. Encore une intervention, et puis après, je vois si je peux glisser une petite conclusion ou pas. Parce qu'on commence à partir de nos obligations respectives. Encore une intervention ? Et est-ce que le plus grand formatage français ne se fait pas dans les grandes écoles? Est-ce que c'est pas là qu'on formate le plus? Ben, il faudra leur poser la question, parce que là, on n'est pas dans les soi-disant grandes écoles, même si l'IAE est certainement une grande école de management. Oui, Corinne Cuisinier, je représente l'école des mines de Paris, dans grandes écoles au féminin. Alors, et ma fille a fait une grande école d'ingénieur. Alors, je crois qu'on est vraiment dans un concept de millefeuille, c'est-à-dire que s'il est certain que le système scolaire pousse les femmes vers les filières littéraires, etc., donc on se retrouve dans un schéma dans lequel il y a déjà une disparité au niveau des grandes écoles, des classes préparatoires, etc. Je pense qu'il y a beaucoup d'écoles qui prennent conscience du problème, mais qui n'ont pas forcément de grande facilité à l'aborder parce que c'est complexe, hein, sinon on aurait tous trouvé les solutions. Et c'est d'autant plus complexe que les jeunes femmes n'ont vraiment pas conscience du problème. Elles sortent d'un système qu'elles croient égalitaire, même s'il ne l'est pas, et elles ne comprennent pas que les règles du jeu dans l'entreprise seront différentes de celles qu'elles ont vécues. C'est-à-dire qu'elles pensent que si elles travaillent mieux que leurs collègues masculins, elles auront de l'avancement normalement. Et il faut un certain temps pour mûrir cette problématique qui est réelle dans les entreprises. Non, parce que là, on est complètement en dehors du temps. Donc, désolé, Muriel, mais il faut que j'arrête. Oui, mais on est en... Je vais essayer de finir à l'heure. I'm the timekeeper. Et là, on est en dépassement fort. Donc, voilà. Simplement, peut-être pour donner quelques perspectives, donc je vais pas pouvoir les développer. Vous pourrez les retrouver dans la deuxième partie de l'ouvrage que je viens de sortir sur ces questions d'égalité professionnelle. Je vais juste lancer quelques pistes, dont certaines sont totalement en écho avec les ateliers. De toute façon, le programme il a été construit grosso modo sur le plan de l'ouvrage. Donc simplement 6 pistes très rapides. Je vais essayer de passer 1 ou 2 minutes sur chaque piste, et puis après on pourra conclure. Premièrement, il semblerait qu'il y a eu beaucoup de débats ici en fait, sur les raisons d'agir de l'égalité professionnelle. Quels sont les enjeux? Qu'est-ce qui fait qu'on avance? On voit bien sur ce que j'ai appelé la roue de l'égalité qu'en fait, les entreprises vont devoir maîtriser 5 familles de sujets pour pouvoir avancer. Donc, on a parlé des enjeux juridiques qui entraînent des enjeux d'image et financiers quand on perd des procès. On a parlé des enjeux de performance. Alors moi, je parle de performance globale et durable qui peuvent être rattachés à la responsabilité sociale de l'entreprise. Il y a des enjeux typiquement RH, d'attraction et de rétention et de fidélisation des talents. Donc, Isabella a parlé. Le but de l'égalité, c'est aussi de faire s'exprimer tous les potentiels et les talents et de pouvoir les reconnaître à leur meilleur mérite. Les enjeux de santé et de qualité de vie au travail, on en a parlé. Et puis, on en a moins parlé, les enjeux de management et d'équité. Je voudrais juste insister sur ce dernier. Il y a une personne dans la salle avec qui j'en parle souvent. Il y a des enjeux de transformation managériale. Et effectivement, il va falloir très probablement
aider les managers de proximité en particulier à se saisir de ce sujet et à transformer ce qu'on attend d'eux en termes de management. Et là, tout est à faire, puisqu'aujourd'hui, on attend d'un manager de proximité du chiffre, du résultat à court terme, des KPIs, du reporting. Tout ça ne semble pas être très compatible avec un management de proximité qui facilite l'inclusion, l'expression des talents différents et l'égalité. Cette piste doit s'accompagner impérativement. Donc, en gros, vous avez compris, si vous voulez avancer vers l'égalité réelle, il faut que l'entreprise maîtrise ces 5 thèmes. Et du coup, la roue va commencer à tourner et tous les enjeux vont faire un effet de système entre eux et vont finalement se nourrir les uns les autres pour produire de l'égalité réelle. Aujourd'hui, c'est un exercice que je fais très souvent en entreprise. Un petit post-it vert, un petit post-it rouge, vous êtes où ? Et là, les entreprises souvent disent « Ah ben, ça, c'est notre raison d'agir, c'est là où sont nos enjeux, notre pourquoi, notre sens. » Là, un peu, puis sur les 3 autres, on n'y est pas, on n'en parle pas. Donc, très vite, c'est visuel, on se dit « Ah ben tiens, c'est pour ça qu'on n'avance pas. » La roue est bloquée, quoi. Et bien évidemment, si vous voulez que ces enjeux se mettent en action, il faut absolument enclencher, emmener les parties prenantes internes et externes. Il y a des tas de... Je ne peux pas rentrer dans ces débats-là, mais il y a tout un tas d'outils qui aujourd'hui, un certain nombre de matrices, les matrices de matérialité ou les enquêtes parties prenantes, sont des outils extrêmement bien faits qui permettent aujourd'hui de prendre en compte toutes les personnes. On l'a eu ici, hein. Il y a un déficit aujourd'hui d'enquête qualitative auprès des salariés sur « mais c'est quoi l'égalité ? Vous en voulez ? Vous voulez laquelle ? Pour quand ? Quel degré d'urgence, quel degré d'importance ?» C'est des questions qu'on s'est très bien posées en général en entreprise. On ne les pose pas sur les questions d'égalité. Donc en fait, voilà, je l'ai écrit là, les salariés sont des bénéficiaires. Désolé pour cet enfonçage de porte ouverte, mais si les salariés en entreprise, on sait ça par cœur, sont les bénéficiaires de la politique, bah alors on va les interroger pour savoir ce qu'ils veulent, comment ils veulent. Enfin, on sait tous faire ça en marketing, pourquoi on ne le fait pas sur l'égalité ? Ensuite, deuxième piste, l'égalité intégrée à la responsabilité sociétale des organisations. Alors, je ne vous explique pas pourquoi je parle de sociétal, et pas de, voilà, je n'ai pas le temps, mais en gros, qu'est-ce que veut dire ce petit schéma ? C'est que déjà, l'égalité femmes-hommes doit se penser sur les territoires. Simplement, quand on est Total et qu'on a des milliers de salariés au Moyen-Orient, comment on fait pour parler de l'égalité et de la façon dont on la parle en France ? Je n'ai pas besoin d'aller plus loin, vous voyez vite la complexité du sujet. Et puis, je l'ai dit aussi au niveau local, vous le retrouvez dans le bouquin, on a des chiffres aujourd'hui sur les grandes données macroéconomiques qu'on a eues dans la première plénière, mais par région française. Et les écarts sont extrêmement importants. Si on prend le taux d'activité, il est, si j'ai bonne mémoire, de 79% en Corse et de 92% en Pays de Loire. Donc il y a d'énormes écarts dans tous les chiffres de l'égalité et de l'inégalité en France entre les régions. Donc quand on est une entreprise qui est présente sur de très nombreux territoires, il serait utile de décliner une politique nationale dans des territoires qui ont des réalités d'inégalité femmes-hommes qui sont... voilà, il y a des vraies différences. Parties prenantes, je vous ai montré les parties prenantes internes, il y a aussi des parties prenantes externes. On ne peut pas avancer sur ces sujets sans certaines associations, sans des réseaux de femmes, hein, comme Financiel dans le secteur banque-assurance. On ne peut pas avancer sur ces sujets sans être en contact avec les agences de notation sociale. Il y a tout un tas d'autres partenaires à l'extérieur de l'entreprise avec lesquels il faut pouvoir avancer, parce qu'effectivement, comme c'est des sujets hautement systémiques, dès qu'on oublie des parties prenantes, ben en fait, on trébuche, on traîne des espèces de casseroles par manque d'avoir mobilisé ces parties prenantes. On parlait du système scolaire. On peut faire pression sur une grande école en ne lui versant pas de la taxe d'apprentissage tant qu'elle n'a pas plus de femmes parmi ses étudiantes. Il y a des entreprises qui savent très bien le faire. Hein. Voilà, et puis cet emboîtement de thèmes, je suis convaincu que l'égalité femmes-hommes au travail est un laboratoire où on peut expérimenter tout un tas de dispositifs qui mènent à l'égalité réelle et qui feront avancer d'autres sujets comme le handicap, comme l'âge, et donc qui peuvent nourrir la question des droits humains et de la responsabilité sociétale d'entreprise. Donc moi, je ne pense pas du tout que l'égalité se dilue dans le management de la diversité, se perd dans la responsabilité sociétale, parce que je pense que si on commence par travailler l'égalité femmes-hommes, on apprend plein de choses pour travailler ces autres sujets et faire des liens et faire en sorte que ça se cross-fertilise. Troisième piste, je ne vais pas revenir dessus parce qu'on n'a pas le temps,
la qualité de vie au travail est le chaînon manquant, enfin il ne l'est pas, on l'a sous les yeux, mais il est manquant en entreprise, entre l'égalité et la responsabilité sociétale des organisations. En fait, avec ce fameux accord national interprofessionnel de 2013, on a tout sous les yeux. Il y a tout écrit dedans. Les partenaires sociaux, syndicats et patronaux ont tout fait pour déjà tisser des liens entre les deux sujets, entre l'égalité et la responsabilité sociale des entreprises. C'est écrit d'ailleurs dans cet accord que la qualité de vie, elle contribue en fait à faire ce lien entre égalité et responsabilité sociétale. La démonstration, je n'ai pas le temps de la faire, mais en tout cas, aujourd'hui, si on veut que les politiques égalité, elles prennent un nouveau souffle, parce qu'elles sont en train de s'essouffler, il faut absolument les emmener avec le train de la qualité de vie au travail et les insérer, les encastrer, on va faire du Karl Polanyi, les encastrer dans la responsabilité sociétale. Quatrième piste, là on a eu plein d'illustrations, et on l'a déjà évoqué en première plénière, on a traité superficiellement les pratiques RH. Maintenant, il va falloir rentrer dans les classifs, j'y reviens pas, et il va falloir rentrer dans les systèmes de gestion de carrière. Il faut rentrer à l'intérieur de ces systèmes-là pour arrêter la prime au tout management, pour arrêter de dire aux femmes que quand elles font carrière, elles sont nécessairement atypiques ou exceptionnelles, pour valoriser les filières d'expertise où sont essentiellement les femmes. Et donc là, on voit qu'il y a tout un travail de remise en cause du squelette des pratiques RH, alors qu'en fait, on a plutôt regardé quelques membres. Tu l'as dit, la cinquième piste, elle est vraiment sur cette question de sexisme et de harcèlement au travail. Tu en parles mieux, vous en parlez toutes les deux mieux que moi dans la postface du livre. On sent qu'on est enfin en capacité en France de ne pas traiter que les feuilles de cet arbre un peu toxique des inégalités, mais qu'on va enfin pouvoir s'attaquer au tronc qui nourrit tout le reste, qui sont bien les stéréotypes. Il faut impérativement maintenant qu'on travaille sur la déconstruction des stéréotypes. Et si on ne fait pas ce travail de déconstruction des stéréotypes, on ne s'attaquera pas aux agissements sexistes, et donc on ne s'attaquera pas à toutes leurs manifestations, qui sont en particulier les inégalités de salaire, les discriminations à la carrière. C'est que des résultantes de choses plus profondes. Donc je pense qu'on est en train d'acquérir la maturité pour enfin aller tronçonner l'arbre des inégalités. Mais là, on voit qu'il y a encore du chemin à faire. Et puis cette dernière piste que vous avez évoquée, donc je vais juste finir avec ça, il y a une excessive focalisation sur les femmes cadres. Quelqu'un l'a fait remarquer dans notre atelier, sur les femmes plutôt que sur les hommes, sur les femmes cadres plutôt que sur les femmes non cadres. Et donc, du coup, c'est vraiment ça l'invitation de l'intersectionnalité. Donc, en fait, il faut faire deux choses qui ne sont pas contradictoires en même temps. Il faut à la fois avoir des politiques qu'on appelle mainstream, c'est-à-dire globales, intégrées. Il faut mettre de l'égalité femmes-hommes partout, dans le marketing, dans les achats, dans tous les dispositifs RH, dans la communication. Il faut arrêter de communiquer aux clients comme s'ils étaient complètement demeurés et qu'ils étaient enfermés dans des clichés que en fait, les sociétés et la publicité, la com entretiennent allègrement. Donc il faut porter les lunettes de l'égalité femmes-hommes au travail partout, à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Ça, c'est l'approche globale. Et on ne peut pas y arriver si on n'a pas une approche presque inverse, qui est une approche différenciée par les femmes seniors, les femmes lesbiennes, les femmes handicapées, les femmes d'origine étrangère. Voilà. Et là, regarder effectivement des zones où se construisent de façon intersectionnelle de nouvelles discriminations et de nouvelles inégalités. Et en fait, il faut arriver à mener les deux de front. Et ça sera certainement la sixième piste, la plus difficile, la plus avancée, pour véritablement arriver aux fameuses, vous vous souvenez ce matin, aux fameuses berges de l'égalité réelle, que je vais vous remontrer quand même, parce qu'il faut qu'on revoie ça avant de se quitter. C'est qu'il faudrait que ce 4WD, cette voiture avance, quitte définitivement ce Rubicon qu'il y a entre la rive des inégalités totales et aille vers la rive d'une égalité réelle, d'une égalité concrète, où effectivement, toutes ces inégalités qu'on a soulignées seraient enfin totalement déconstruites. Merci beaucoup. Alors, nous avons 7 minutes de retard, mais pour ne pas créer de frustration, parmi les résistants qui sont encore là, y a-t-il encore une ou deux questions avant qu'on se quitte ?
nous ne sommes pas en train de créer de la frustration. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas... Pas tout seul. Merci. Non, mais ça, c'est pas une obligation, ça. Nous avons nos partenaires, les éditions du 8 mars, Femmes ici ailleurs, un magazine exceptionnel, en plus lyonnais. Passez encore un peu de temps avec elles. C'est un magazine essentiel pour enfin avoir une information dont je vous rappelle que, en gros, aujourd'hui, dans les informations classiques, 80% des informations portent sur les hommes. Et bien, grâce à ce magazine, on sait tout dans le monde sur ce qui se passe pour les femmes, et pas que. Mais voilà, donc c'est un magazine vraiment essentiel. Et puis, vous pouvez aussi aller voir notre partenaire de Citre, qui nous a fait le plaisir d'être là, pour pouvoir acheter, et que je peux, et d'autres auteurs et autrices qui sont là, dédicacer les ouvrages. Donc profitez-en, on a encore quelques minutes à passer ensemble. Merci beaucoup de votre présence et très bonne soirée.